Bonjour à tous, que j'ai pas vu. Donc là, c'est vrai que ça va être un format de table ronde peut-être un peu plus particulier parce que pour présenter ces défis clés, on a fait venir aussi les porteurs des 5 premiers défis retenus, voilà, qui vont aussi prendre la parole. Et puis après, il y aura un temps d'échange. Donc il y aura une succession de présentations et après un temps d'échange. Donc Frédéric Tudoré. Bonjour, merci beaucoup. Oui, je suis Frédéric Tudoré-Puel, je suis chargée de mission à la région Occitanie, à la direction Industrie, Innovation, Recherche et Enseignement supérieur. Et je participe au suivi des projets et défis clés. Donc c'est un dispositif qui repose sur un partenariat étroit avec l'ensemble des acteurs régionaux de l'enseignement supérieur et de la recherche et qui a été initié pour fédérer, mettre en synergie et catalyser les compétences et les moyens techniques et financiers autour d'objectifs partagés. 11 projets, donc 11 défis qui ont été lancés en 2022 pour un montant total de 22 millions d'euros, dont le défi clé Sciences du passé axé sur le patrimoine archéologique régional. Je voulais juste vous souhaiter la bienvenue, vous dire que j'étais ravie de partager ce moment avec vous et je laisse à Réjeanne Roure et à Nicolas Valderon le soin de présenter donc les représentants des 5 projets lauréats de l'appel à projets de mars 2022. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Donc Nicolas et moi, on va vous dire quelques mots du défi en général avant de laisser la parole effectivement aux porteurs des premiers projets lauréats, puisque donc voilà pour introduire le défi, c'est donc comme l'a rappelé Frédéric, hein, c'est un appel d'offres de la région Occitanie, de la direction enseignement supérieur et recherche auprès des laboratoires de recherche et c'est 16 laboratoires pluridisciplinaires dont vous avez les logos ici. Vous pouvez retrouver des fiches de présentation aussi des laboratoires dans la partie stand, hein, de l'autre côté du mur. Des partenariats aussi publics-privés, notamment avec le monde associatif. Une gouvernance adaptée, c'est-à-dire qui réunit donc les représentants des laboratoires, bon, soit les DU, soit d'autres personnes qui vont représenter les laboratoires avec des réunions régulières. Et puis surtout un comité de pilotage qui représente l'ensemble des disciplines et des thématiques et des périodes de ce défi clé, qui part de la préhistoire ancienne, hein, du paléolithique le plus ancien, je dirais, jusqu'aux périodes très récentes. Et d'ailleurs, un des projets que vous verrez porte sur des avions de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a un champ chronologique extrêmement large, ça c'était la volonté. Pluridisciplinarité dans le sens où il y a l'archéologie, mais aussi vous le voyez à travers les laboratoires, les géosciences, l'environnement, le travail sur les matériaux. Donc beaucoup de disciplines différentes et avec des perspectives européennes et internationales. Mais l'objectif, c'est quand même de révéler, étudier, protéger et restituer le patrimoine archéologique occitanien. Non. Ça me semble très très bien. Je corrigerai ou compléterai quand... Non, c'est pas vrai. Mais on a l'habitude de l'exercice. Bon, j'aurais dit à peu près la même chose. En gros, non. Rien à ajouter si ce n'est peut-être... la dimension, parce qu'elle est vraiment assez spécifique à notre défi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est passé auprès de la région et qu'il a été soutenu au-delà de son contenu, bien entendu. C'est la volonté d'associer immédiatement et étroitement recherche fondamentale et valorisation au sens de diffusion vers le plus large public. Et ça, c'est un élément absolument déterminant, qu'il a été dans le choix des projets qu'on a soutenus et qui va l'être de plus en plus. Il nous reste encore 3 ans et demi. Donc d'autres appels d'offres qui vont venir. On a un comité de pilotage la semaine prochaine d'ailleurs pour identifier les projets qui seront soutenus cette année. Et là, très clairement, il y a une volonté claire, affirmée. C'est même le sens profond du défi. Faire sortir la science des labos. Et avoir une démarche véritablement citoyenne. Ça a été dit ce matin d'ailleurs par le représentant de la région. Quand il est intervenu, il avait lui aussi bien présenté cette dimension-là, qui n'était pas spécifique à notre défi, mais qui est partagée par d'autres, je voulais dire. Hein. Mais chez nous, c'est quand même un élément absolument primordial. À la limite, un très bon projet recherche qui n'aura pas joué le jeu, et ça a été le cas l'année dernière, on ne le retient pas.
C'est effectivement une des clés du financement, puisque donc la région a accordé une enveloppe de 2 millions d'euros pour 4 ans à ce projet-là, associant tous ces éléments. Et donc on a fait différents appels d'offres. Il y a aussi d'autres choses qui vont être pilotées plus directement par le défi, notamment dans une des ambitions qu'on n'a pas encore évoquées, c'est renforcer la formation à l'archéologie et mieux la structurer entre les 3 pôles universitaires et de recherche de Montpellier, Toulouse et Perpignan. Vous aviez peut-être vu que dans les labos, il y a Perpignan aussi qui est dedans, évidemment. Et il y a aussi cette idée de renforcer la formation à l'archéologie dans toutes ces dimensions à travers les projets de recherche et à travers d'autres actions aussi que va financer le défi. Et donc, on va revenir, c'est ce qu'on retrouve sur cette dernière diapositive. Donc, le point de départ, c'est quand même les labos, effectivement. C'est financer la recherche fondamentale, mais dans cette perspective qui intègre systématiquement la question de la diffusion jusqu'au grand public. Et de soutenir aussi la formation au métier de l'archéologie, qui est un enjeu assez important à l'heure actuelle, sur lequel il y a beaucoup de discussions au sein de différentes structures, que ce soit au niveau évidemment du service régional de l'archéologie, de toutes les sociétés aussi d'archéologie préventive, et puis au sein des universités, parce que aussi on est face à un public qui évolue, le public étudiant a évolué, les formes de la formation évoluent, donc il y a aussi cette idée de travailler aussi sur cette question, et puis d'être en articulation, je dirais, avec donc les différentes directions de la région, celles qui soutiennent l'enseignement supérieur et la recherche, mais aussi la direction culture et patrimoine qui est à l'origine de ce forum et qui était une des idées qui avait émergé aussi, et même sur l'idée d'un portail de l'archéologie régionale, il y a l'idée de le co-construire avec les ressources qu'il y a aussi au sein du défi, qui a pu être qui est soutenu aussi par des ingénieurs projets, Benjamin Marquebiel et Robin Furestier, à Montpellier, à Toulouse, que vous pouvez voir soit là, soit dans la salle. Il y a Muriel Richard aussi de l'Université Montpellier 3 qui est associée au défi pour la valorisation. Et donc une équipe qui va essayer d'être en interaction avec les différents acteurs, les différents projets, pour avoir multiplié les projets et les soutenir dans ces notions d'archéologie. Voilà, je pense qu'on va passer tout de suite aux présentations, comme on disait, des 5 premiers défis qui ont été présentés. Alors on a 2 systèmes de défis. Un projet qu'on a appelé les projets lourds, c'est-à-dire plus structurants, qui ont vraiment vocation à structurer soit une communauté, soit des problématiques de recherche sur plusieurs années, puisque le défi dure 4 ans, donc c'était l'opportunité de faire des projets sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, avec une échelle la plus large possible. Et puis, c'est les 2 premiers qui vous seront présentés, Occitanimo et Occidunum, qui ont été sélectionnés parmi 8 projets qui avaient été déposés, donc 2 parmi 8, et puis 3 projets dits légers, donc la pêche, Paréo et Glao, qui sont plus thématiques, plus ciblés, sur un temps plus court, qui sont censés être des starters, aussi des mises en relation de réseau. Et donc ces 2 types d'appels à projets avaient été relancés, et donc il y a la semaine prochaine la sélection de nouveaux projets dans le défi, et puis de nouveau un appel d'offres. Voilà, donc je vais laisser la parole à Sandrine Gossamagno pour vous parler d'Occidunum. D'Occitanimo, pardon. Des formations, moi je fais partie d'Occidunum. Bonjour à tous. Moi je vais vous parler de ce projet Occitanimo. Donc c'est un projet qui est un projet lourd, comme l'a dit Réjeanne. C'est un projet qui a débuté fin 2022 et qui s'achèvera à la fin du défi clé, en 2025. Et j'en suis la coordinatrice avec Armelle Gardesen, qui est du laboratoire ASM à Montpellier, et Anne-Marie Moine, qui est à l'Université de Perpignan, dans le laboratoire HNHP. Alors, une des ambitions premières d'Occitanimo, c'est de fédérer la communauté des archéozoologues à l'échelle de l'Occitanie. Alors, c'est un projet qui se veut le plus inclusif possible. On a essayé d'intégrer tous les archéozoologues qui voulaient bien participer à ce projet. On est 15 personnes pour l'instant, mais c'est ouvert à ceux qui veulent venir travailler sur ces questions. Et on est 14 archéozoologues et un ingénieur base de données de traces. Donc, on a à la fois des chercheurs statutaires, des doctorants et doctorantes, postdoctorants et postdoctorantes. Alors, un mot pour vous expliciter le choix de cette thématique qui est sur les pratiques de boucherie. De nombreux anthropologues du tournant ontologique ont souligné l'importance des relations aux animaux pour comprendre les populations humaines. En archéologie, les pratiques de boucherie ont été peu interrogées dans cette perspective, alors même
que la transformation d'un être en vue de sa consommation alimentaire soulève inévitablement des questions d'ordre métaphysique qui peuvent s'incarner dans des pratiques matérielles et que donc on peut potentiellement décrypter d'un point de vue archéologique. Alors donc les relations en fait qu'on peut approcher par l'archéozoologie, notamment par l'intermédiaire des ossements, ne doivent donc pas se réduire aux seuls critères économiques comme c'est souvent le cas, notamment pour les périodes les plus anciennes. En effet, la documentation ethnologique et ethno-historique le montre bien, hein, des pratiques ritualisées ou étrangères à une logique d'optimisation économique existent à tous les stades de la chaîne opératoire de boucherie. Donc l'ambition du projet est vraiment d'aborder plus précisément ces aspects sur une large diachronie depuis le paléolithique ancien aux périodes protohistoriques. Alors on vient de débuter le projet, hein, donc on a fait une première réunion plénière qui s'est déroulée à la fin de l'année. Donc on a discuté, on s'est présenté, on a discuté de nos objectifs et de nos priorités et mis en place un calendrier un peu plus précis. Et en début d'année, ensuite, on s'est aussi réunis pour discuter à Montpellier cette fois de nos grilles d'analyse respectives afin qu'on puisse vraiment comparer nos résultats puisqu'on n'a pas forcément les mêmes façons d'étudier nos collections fauniques. Alors avec ce projet lourd, on a de la chance puisque ça nous permet d'avoir un post-doctorat qui va travailler 18 mois sur cette thématique. Et donc on a recruté récemment le post-doctorant qui va faire ce contrat de 18 mois. C'est Clément Birousse qui est un spécialiste de ces questions et qui donc va commencer dans quelques jours ce contrat. Donc les recherches dans ce cadre-là vont porter sur 2 terrains d'études privilégiés. Donc on a choisi le Magdalénien, avec notamment l'étude des installations humaines en contexte de grottes ornées, qui sont des choses qui sont un peu exceptionnelles et qui sont très nombreuses, justement en Occitanie, en particulier dans les Pyrénées. Et donc ces résultats seront ensuite comparés aux données qu'on peut obtenir sur des sites qui sont plus conventionnels, sur des sites d'habitat plus conventionnels. Pour les périodes protohistoriques, c'est plutôt vers une synthèse bibliographique qu'on va s'orienter pour étudier la part relative du gibier dans la consommation alimentaire au cours de l'âge du bronze et de l'âge du fer. L'idée est de discuter à la fois de la question de l'émergence d'une chasse de prestige qui serait pratiquée par les élites à partir de l'âge du bronze, mais aussi d'essayer de voir au niveau des pratiques de boucherie, voir s'il y a des façons de faire différentes selon qu'on est face à un animal domestique ou un animal sauvage. Alors côté formation, on a décidé au niveau du projet de mettre en place des stages en archéologie expérimentale qui sont ouverts aux 3 pôles des 3 universités partenaires, donc Montpellier, Toulouse et Perpignan. Et c'est envisagé ces stages comme un premier jalon pour essayer de mieux structurer l'offre de formation en archéozoologie à l'échelle de la région. Puisqu'en fait, dans nos 3 pôles, on a des compétences qui sont très complémentaires. Donc l'idée est d'essayer de voir comment on pourrait structurer cette offre de formation pour permettre d'enrichir la formation des étudiants pour qu'ils aient un peu le panel de toutes nos compétences. Donc dans ce cadre-là, on a organisé en mars à Toulouse une première journée sur l'approche expérimentale en archéologie. Avec, donc vous voyez, il y avait 60 à 70 personnes qui venaient de Perpignan, Toulouse et Montpellier. Et donc le matin avec une présentation autour de ces approches expérimentales et ensuite l'après-midi une séance pratique qui s'est déroulée dans le plateau expérimental de la plateforme Archéosciences qui a également été financée par la région notamment. Côté toujours expérimental, donc là c'était le volet formation, mais il y a aussi un volet plus recherche, puisque l'idée est aussi de continuer à développer des référentiels expérimentaux afin de toujours mieux comprendre les gestes bouchés. Et donc une première séance expérimentale sur l'utilisation des feuilles de laurier sera menée à l'automne, mais il y en aura d'autres à venir. Et l'idée est aussi que ces référentiels à terme soient mis en ligne en open access, puisque c'est des choses qui sont extrêmement lourdes à mettre en place. Donc l'idée est que la communauté des archéozoologues puisse s'en emparer aussi une fois qu'on aura exploité nos données. Enfin, côté diffusion, on souhaite plus particulièrement s'appuyer sur le réseau Animed, afin de dépasser le cadre archéozoologique strict sur ces questions des pratiques de boucherie. Et dès cette année, on va proposer un cycle de séminaires dédié à la boucherie des animaux sur le temps long. Donc on espère que ça sera accepté, donc ça on verra.
Et ensuite, côté médiation, donc on souhaite organiser, donc dans le cadre de ce défi de ce projet, des cafés débats, ainsi que des interventions dans des écoles et des collèges sur les relations entre les humains et les animaux sur le temps long, et également sur le métier d'archéozoologue. Alors ce qui nous tient en cœur, c'est de cibler ces interventions dans des villes moyennes d'Occitanie, puisque c'est des villes qui n'ont pas une offre culturelle qui est aussi importante que dans les métropoles. Donc ça nous tient beaucoup à cœur, ainsi que de se focaliser sur des établissements scolaires en REP+, ou en milieu rural, pour les mêmes raisons. Donc on a déjà réalisé plusieurs interventions dans des collèges et des écoles, et la semaine prochaine, je vais en réaliser 2 à Bessières. Voilà. Enfin, en partenariat avec le musée de préhistoire de Tautavel, les membres du projet vont aussi travailler à la mise en place en 2025 ou 2026, on verra, d'une exposition temporaire qui sera accompagnée d'une mallette pédagogique sur les relations humains-animaux sur le temps long. Et une partie des contenus viendront à terme nourrir le parcours permanent du musée qui est en cours de restructuration. Et l'idée aussi est que, si c'est possible et si ça intéresse les autres musées d'Occitanie et d'ailleurs, de voir si cette exposition temporaire pourrait pas être diffusée dans d'autres musées. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, comme on a plusieurs présentations, on a prévu plutôt le format, voilà, présentation continue, et puis vous gardez vos questions pour la fin et échange soit sur les projets, soit sur sur le défi en général après. Donc Alexandre Bélier et Philippe Garde vont nous présenter maintenant le défi Oxidunum. Donc, je vais vous présenter en association donc avec Philippe Garde qui en est le coporteur également. Ce projet lourd qu'on a intitulé Oxidunum, Oppidum et première agglomération d'Occitanie, donc de la révélation archéologique et la valorisation culturelle. Donc c'est un projet à l'échelle de la région, bien entendu, auquel participent 4 laboratoires de recherche. Donc vous avez ici les logos. Trace à Toulouse, ASM Montpellier, le laboratoire Géosciences Environnement de Toulouse et le CRESEM à Perpignan. Donc on a là les 3 principaux pôles universitaires de la région qui sont rassemblés. Ce projet il implique aussi directement une quarantaine d'intervenants, des chercheurs, des médiateurs en archéologie, des spécialistes du tourisme culturel, des étudiants et des jeunes docteurs qui sont issus de différentes institutions, CNRS, universités, INRAP, collectivités territoriales, structures privées également. Alors ce projet Oxidunum, il est né d'un constat qui est que la région possède quelques-uns des habitats fortifiés de l'âge du fer parmi les plus emblématiques du territoire national. Et pourtant, force est de constater que la grande majorité de ces sites gaulois restent dans l'ombre, alors que leur potentiel en termes archéologiques et patrimonial est très important. Alors pour autant, la recherche archéologique régionale dans ce domaine n'est pas du tout inexistante, bien au contraire. Plusieurs de ces sites sont en cours de fouille ou l'ont été ces dernières années. Récemment aussi s'est achevé un PCR Fortipolis porté par Philippe Garde et Thomas Ledreff, qui était dédié aux agglomérations fortifiées protohistoriques du sud-ouest donc de la France, et qui a permis d'actualiser la documentation existante dans 5 des 13 départements de la région Occitanie. Donc voilà, l'idée à l'origine de notre projet était de s'appuyer sur cette dynamique, mais aussi sur les nouveaux outils technologiques à disposition dans les laboratoires régionaux, avec pour objectif de structurer à l'échelle de l'Occitanie la recherche autour de l'habitat fortifié et évidemment de faire connaître ce patrimoine exceptionnel au plus grand nombre, tout en le sensibilisant sur l'intérêt de le conserver. C'est un projet qui se veut là aussi fédérateur et interdisciplinaire, en rupture aussi avec les cadres de travail traditionnels, tant sur le plan géographique. C'est l'occasion de rassembler les chercheurs qui travaillaient sur l'axe garonnais avec les chercheurs plutôt orientés côté Méditerranée, même si ça se faisait déjà. Bon, là, ça permet de le systématiser un peu plus. Tant aussi sur le plan méthodologique, en associant archéologues, géophysiciens, géomaticiens, que sur le plan sectoriel avec des chercheurs et des médiateurs culturels. Donc, en dehors de son caractère structurant, ce projet s'inscrit dans une démarche scientifique qui tient essentiellement à son approche intégrative, on va dire. Et en effet, nous avons décidé de l'articuler autour de 3 axes. Donc l'élaboration d'une base de données, la réalisation d'opérations de terrain et des actions de médiation et de valorisation.
Alors, dans un premier temps, il nous est apparu nécessaire de recenser l'ensemble des sites fortifiés. On en connaît plusieurs centaines, pour lesquels les niveaux de connaissances sont très variables, et de rassembler les informations qui ont été collectées dans une base commune spécialement dédiée. C'est un travail qui se veut collectif, mais qui sera piloté par un postdoctorant sous contrat pendant 12 mois, et à qui reviendra donc la tâche d'alimenter cette base et de la mettre en forme. Et la structure de cet outil sera conçue pour permettre évidemment une exploitation scientifique, mais aussi pour permettre des prolongements sous forme par exemple d'atlas ou de cartes interactives en lien avec la partie valorisation du projet. Alors les opérations de terrain occupent également une place majeure dans ce projet Oxidunum. L'objectif principal, c'est d'approfondir nos connaissances sur l'habitat fortifié. D'une part, en accompagnant les fouilles extensives qui sont déjà en cours, qui sont menées quelquefois sur des sites emblématiques. Je ne vais pas les citer là, je ne vais pas avoir le temps, mais on pourra en discuter tout à l'heure. Et d'autre part aussi en développant et en testant des méthodes d'études alternatives sur des sites qui sont peu étudiés ou qui n'ont jamais été jusqu'à présent. Donc il s'agit donc de développer une approche combinée et collaborative, associant les instruments de détection tels que le LIDAR ou la géophysique, et également des contrôles archéologiques sous forme notamment de sondage. Alors notre enquête, elle va porter sur un échantillon minimum de 25 sites, dont la plupart ont déjà été sélectionnés, et qui se répartissent de manière à peu près uniforme dans toute la région Occitanie. Et en parallèle, un coup de pouce va également être donné aux opérations archéologiques en cours sur les habitats fortifiés gaulois, dans le but de faire aboutir plus rapidement leur étude et de les faire connaître à la fois à la communauté scientifique, mais aussi au grand public. Ce qui nous amène donc au dernier volet de notre projet, qui correspond aux actions de valorisation et de médiation qui sont animées par l'association Grotte et Archéologie. Notre volonté est que là aussi je ne rentre pas dans les détails, on pourra en reparler, notre volonté est que les sites qui auront été étudiés puissent être promus auprès du plus grand nombre, par le biais d'actions de médiation sur les chantiers, de production d'atlas, de panneaux sur le site, de guides de type, pourquoi pas, rando archéo, de mallettes pédagogiques, etc. Et notre objectif est également de créer un réseau de partenaires avec des musées, des offices de tourisme, des associations locales et autres, afin que la valorisation de ces sites puisse aussi se pérenniser après la fin du défi clé. Alors aujourd'hui, nous sommes au tout début de ce projet. Hein. Les premiers mois écoulés ont consisté à élaborer, à le mettre en place, à réunir les différents intervenants, ce qui n'était pas une mince affaire vu le nombre que nous sommes, à concevoir aussi un calendrier d'intervention et aussi à définir une programmation. Et donc c'est vraiment cette année que vont être déclenchés concrètement les premiers travaux, avec tout d'abord le recrutement d'un postdoctorant, qui va d'ailleurs commencer ce lundi, et qui va donc commencer à travailler sur la base de données, avec le déclenchement et la poursuite de cette opération de fouille, dont la première devra avoir lieu d'ici une quinzaine de jours dans le massif de la Gardiole. La réalisation également cette année de 5 prospections géophysiques. Là aussi, je n'ai pas trop le temps de les détailler, mais on pourra voir ça tout à l'heure si vous voulez. L'organisation aussi de rencontres scientifiques, dont la première a eu lieu il y a 2 jours sur le site du Mirail à Toulouse. Et la mise en place également de projets de médiation. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui c'est encore évidemment un peu tôt, vous l'aurez compris, pour vous présenter des résultats, mais pour cela on vous donne rendez-vous dans quelques mois, on pourra développer évidemment un peu plus tout ça. Merci. Merci. Peut-être qu'on pourrait faire un premier échange, je me dis finalement, sur les 2 premiers projets, parce que ça va faire beaucoup après si vous avez des questions. Donc voilà, si vous avez on peut faire un petit temps d'échange aussi. Oui, il y a l'autre micro là. Soit si vous avez une question, soit sur le premier projet, soit sur le deuxième. Pas spécifique. Sinon, on enchaîne, préparez, pensez à des questions pour la suite. On pourra relancer après.
Non, pas une question ponctuelle sur les boucheries, sur ce que c'est une feuille de laurier. Moi, j'ai failli te poser la question. Hein. Un silex, je suppose. Un outil solutréen, ouais. Puisque, et l'expérimentation, vous la faites avec des copies d'outils, c'est ça aussi le... On l'a fait avec des répliques faites par des technologues. Alors là, il faut être ultra spécialiste, c'est-à-dire que c'est les feuilles de laurier, je crois que c'est des choses qui est très compliquées à faire. Donc il y a des spécialistes qui savent faire ça. Et donc on va utiliser. Alors l'idée c'est d'utiliser parce qu'il y a la question aussi du chauffage de ces feuilles de laurier. Donc pour les personnes, parce qu'il y a à la fois les questions archéozo et des questions pour les technologues lithiques. Et pour le lithique, en fait, eux, ils veulent voir si le fait de chauffer ces outils, est-ce qu'ils sont plus efficaces pour notamment la boucherie, pour d'autres activités. Mais là, en l'occurrence, c'est pour tasser la boucherie. Et nous, après, on veut voir les traces que ça fait. Merci. Bon, bah, sinon, on enchaîne au projet, puis après, on lancera d'autres questions. Donc, il me semble, on passe à la pêche. Je le prends, mais ça va être bref, puisque vous allez voir qu'on est à deux voix. Tout simplement parce que c'est un projet, on va dire, relativement émergent, puisque la collaboration qui est dans ce projet-là est neuve. Entre nous, pas forcément entre nos labos, mais entre nos équipes en tout cas, oui. Avec une question commune qui est celle de l'usage des ressources, et ici de la ressource poisson par les sociétés humaines. Le site qui est exploré sera celui de la Tara, et du coup Gaëlle va vous le présenter un peu avant qu'on aille plus en avant. Sachant que deux autres partenaires nous accompagnent pour la partie médiation. Je sais que Diane est dans les parages, si besoin est, donc du musée Henri Prade à Latte et le musée Saint-Raymond à Toulouse. Donc nous sommes 4 partenaires et 2 ici présents et 3 plus Cathy qui est aussi de l'équipe du CAGT pour répondre à d'éventuelles questions si besoin. Donc je passe la parole à Gaëlle et à... D'accord. Oui, alors déjà pour vous présenter Latte très très vite, donc Latte est situé site situé sur la commune de Latte près de Montpellier, fondé vers 500 avant Jésus-Christ dans le delta du Lez, en bordure d'une lagune qui était beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui. Et donc le site va se développer entre ces deux bras du Lez jusqu'à la fin du 1er siècle et être abandonné fin 2e siècle après Jésus-Christ, début 3e. Le site découvert en 1903 par Henri Prade fait l'objet depuis 1983 d'une fouille programmée qui a longtemps été dirigée par Michel Py. Qui se poursuit depuis 2017 avec un nouveau programme qui porte sur le port de la Tara, sur un terrain jusque-là peu exploré qui s'étend, vous voyez un peu sur la photo est assez ancienne, mais sur cette parcelle qui se trouve au sud du site jusqu'à présent étudiée. Alors dès l'origine des fouilles en 1983, on s'est intéressé à la mise en place de protocoles d'échantillonnage et justement à l'étude pour les études paléoéconomiques et paléo-environnementales, et notamment l'exploitation des ressources issues de la pêche. Alors, comme on peut le voir, Latte bénéficiait dans l'Antiquité de 3 réservoirs potentiels en poissons, le fleuve, la lagune qui était juste à côté du site, mais également la mer. Et je rajouterai toutes les données issues du commerce avec le monde punique, des sauces et salaisons de poissons, et puis à l'époque romaine, essentiellement avec la Bétique. L'importance de la pêche a été... on s'est très vite aperçu de l'importance de la pêche à Latte dès les premières fouilles d'Henri Prade, avec un important mobilier d'instruments de pêche, hameçons, laisse de filet, qu'on peut voir actuellement, qui sont exposés au musée de Latte. Et par la suite, avec la mise en place d'échantillonnage, et on a vu l'abondance des restes de poissons sur ce site. Voilà. Donc, on parle d'archéoïchtyologie, l'étude de ces restes. Il y a un premier bilan qui a été fait en 1995 avec la thèse de Myriam Steinberg, et depuis les prélèvements se sont poursuivis, et avec les nouvelles fouilles, on dispose même de données pour le 2e siècle après Jésus-Christ qui étaient jusque-là peu représentées. Donc on a une période documentée qui va du 5e siècle au 2e siècle après. On a à peu près 32 taxons qui y ont été identifiés. Et tout ça nous permet d'avoir des informations à la fois
fois sur la biodiversité, sur l'évolution de l'environnement, mais également les relations de l'homme avec son milieu et son impact sur le milieu, plus tout ce qui est cuisine, préparation, transformation du poisson. Alors très vite, on peut résumer que on a une pêche à latte qui est essentiellement lagunaire. Les poissons d'eau douce, le milieu d'eau douce était peu exploité. Et à partir de la fin du 1er siècle avant notre ère, va se développer une nouvelle pêche en parallèle. On va s'intéresser à la sardine, aux anchois. Voilà. Et tout ça, notamment en lien avec des productions de sauces de poisson qui sont attestées sur le site à partir de 100 et 125 de notre ère. Voilà pour les données. Et pour aller plus loin, il y a quand même un quid, notamment des espèces comme la lamproie, qui n'ont pas de restes osseux et qu'on ne peut pas identifier sur le site. On a un problème aussi au niveau de l'archéoïtologie pour l'identification de certains taxons. Pour les cyprinidés à latte, c'est tous les poissons d'eau douce, parce qu'on a très peu de restes, donc on peut mal les identifier. Mais d'autres taxons, comme tout ce qui est raies et requins, où on a peu de référentiels là-dessus. Donc on est souvent limité au niveau de l'identification. Et puis il y a toute la question des importations et puis de ces sauces de poisson à pouvoir identifier. Et voilà, donc je vais passer la main à Morgane sur cette transition pour aller plus loin et pour voir sur cette collaboration entre archéoïtologie et paléogénétique. Merci Gaël. Le point de départ de la collaboration, c'est de se dire qu'on était tous les deux intéressés par mieux comprendre les usages des sociétés passées vis-à-vis de la ressource poisson, de se dire qu'il y avait un chantier sur lequel on avait accumulé beaucoup de données, beaucoup de référentiels qui pouvaient nous servir de point de départ pour développer un aspect méthodologique. Et la question qui se posait, c'était de savoir si on pouvait se compléter avec deux approches qui sont techniquement différentes, celle de l'archéo-ichtyologie menée par Gaël et celle de l'archéologie moléculaire telle qu'elle peut se pratiquer au sein de l'unité pour le poisson, mais en l'occurrence pour surtout d'autres espèces animales. Donc en fait, il existe pas mal de méthodes en génomique différentes d'aborder le sujet. On en a choisi une. Parmi les différentes méthodes qui existent, il y a la méthode classique PCR ou du barcoding. Je rentrerai pas dans les détails, mais tout ça pour vous dire que c'est des méthodes qui sont plus anciennes, qui ont déjà montré qu'on pouvait potentiellement détecter de l'ADN, potentiellement de poissons, mais même si on n'arrivait pas à des résultats encore 100% garantis, fiables, en tout cas les pistes d'analyse moléculaire sur des vestiges archéologiques étaient prometteurs pour le poisson. C'est des techniques qui continuent à perdurer à l'heure du NGS, donc des nouvelles technologies de séquençage. Elles sont très utilisées en ADN environnemental. C'est pas celles que nous on choisit au niveau de l'unité, pour différentes raisons, de biais de PCR, de longueur de fragments. On rentrera pas dans les détails. Chaque méthode peut avoir des avantages et des inconvénients. À l'heure actuelle, avec les nouvelles technologies de séquençage, une deuxième méthode est celle qu'on appelle du shotgun, où grosso modo, vous prenez un échantillon, vous allez amplifier tout l'ADN qu'il y a dans cet échantillon, vous allez l'amplifier avec beaucoup de profondeur, donc énormément de séquences, et dans tout cet ADN, vous allez chercher celui qui vous intéresse. La problématique quand on est sur des échantillons anciens, c'est que vous allez avoir l'ADN de ce que vous ciblez, mais vous allez avoir plein d'autres ADN. Le plus marquant dans ce cas-là, c'est essentiellement les sols. Vous avez à peine 5, voire 1%, voire moins de l'ADN que vous ciblez, qui est représenté dans le magma d'ADN que vous allez amplifier. Ça veut dire qu'il vous faut un énorme coût de séquençage, de bioinformatique pour réussir à essayer d'attraper ce qui vous intéresse. Donc là, il y a une troisième alternative, chacune a ses coûts, mais c'est celle que nous on choisit. C'est une alternative par capture. Grosso modo, ce qu'on va appeler de l'hameçonnage, c'est-à-dire que dans ce magma d'ADN que vous aviez tout à l'heure, vous allez créer des hameçons qui vont servir à piocher dans tout le magma de l'ADN, celui qui vous intéresse en particulier, avant d'aller faire le séquençage. Et au lieu que ce qui vous intéresse représente 1% de l'ADN total que vous avez amplifié, il va en représenter peut-être 45, 50, 60, ça dépend de la nature de l'échantillon. Mais en tout cas, on passe à un pourcentage qui est significativement plus élevé, ce qui diminue le coût de séquençage, ce qui diminue aussi la diversité au niveau de l'étude bioinformatique. Donc ça simplifie aussi les choses à faire. Ça veut dire pour autant qu'il faut synthétiser ces fameux hameçons. Et c'est dès cette étape-là, en fait, que notre collaboration est faite, puisque là, pour le coup, on a quasiment fini le design, il est en phase de validation et ça va partir en production. C'était de se dire, OK, quelles espèces on cherche ?
Donc ça, avant d'aller hameçonner, ça veut dire se poser la question, on va cibler, donc ça veut dire qu'on prend le risque de perdre des informations si on n'est pas allé les chercher à la base. Donc il faut qu'on prenne le temps de bien établir la liste de ce qu'on va chercher. Ça a été fait donc avec l'état des connaissances, et c'est pour ça que là nous intéressait aussi, c'est parce qu'il y a un énorme passif. Donc il y a effectivement déjà des référentiels, des données qui nous permettent de savoir ce qu'on vise. Là-dessus, Gaël a aussi pioché dans la littérature les autres sources archéologiques du Languedoc, puisqu'on vise l'Occitanie. On est bien d'accord que là c'est un point de départ, mais que l'idée est d'avoir une méthode qui puisse être élargie à l'échelle de l'Occitanie, voire plus, si ça peut être utile à l'échelle de la Méditerranée, ça sera encore mieux. Donc on a établi une liste, du coup, sur des bases archéologiques qui ont été, entre guillemets, testées aussi pour savoir si on avait les équivalents dans les bases de données ADN, parce que si nous, on n'a pas le référentiel, on peut pas les chercher non plus. Donc voilà, tout ce travail-là a été fait. Ça fait à peu près 150 sous-espèces de poissons qui vont être visées. Sur la liste qu'avait établie Gaël, je crois qu'on en perd 1 ou 2 qui ne sont pas référencés chez nous. Il faudrait générer les référentiels. On avait évalué que c'était pas celle qui nous intéressait le plus. Donc pour l'instant, on part sur cette base-là. Aux espèces de poissons pêchés, on a ajouté quelques espèces, mollusques ou autres, qui sont susceptibles d'entrer dans la composition des garums et des contenus amphores, puisqu'on vise aussi, au-delà du poisson lui-même, les usages, donc les pratiques et les sauces qui peuvent être dérivées et qui peuvent contenir d'autres espèces, on va dire, de l'eau issues, en tout cas des pratiques de pêche. Du coup, pour aller vers ce qui a été fait, c'est la fin, donc c'est la dernière, je vous rassure de suite. Juste pour ce qui a été fait, en fait, cette collaboration, elle commence dès le terrain. Donc on est allé sur le terrain à Latte cet été pour voir comment mettre en place des choses qui peuvent relever du détail, mais des gants, des masques, un certain nombre de méthodes de prélèvement qui peuvent déjà diminuer les risques de contamination sur les échantillons qu'on va étudier. Donc ça a été fait cet été et on a déjà mis en place un certain nombre de choses. On a commencé à regarder et réfléchir sur les listes et sur le matériel osseux, sachant que là, la première idée, c'est de regarder dans le matériel osseux qui a été identifié par Gaël si nous, on peut confirmer des résultats, voire les compléter. Donc quand on a dit qu'on avait des restes qu'on ne pouvait pas assigner, est-ce que par la biologie moléculaire, on peut compléter cette information? Donc ça, c'est vraiment le premier objectif. Dans les autres objectifs et à autres attendus, ça sera d'étudier en absence de matériel osseux. Alors soit matériel osseux visible, comme dans les contenus des amphores potentiellement, même si parfois il y a des restes, parfois il n'y en a pas, soit directement sur la céramique elle-même ou sur le sol. Moins il y aura de matière, plus on prendra de risques sur le résultat à obtenir. Voilà. Et pour faire très court du coup sur la partie médiation, donc on a aussi travaillé avec nos 2 partenaires qui sont les musées Henri Prade et les musées Saint-Raymond, avec une première vidéo qui a été sortie sur le site YouTube du musée Saint-Raymond à l'automne, je crois, au cours des Journées du patrimoine. Donc elle est toujours disponible. Il y aura des actions menées, ateliers, séminaires, on a commencé à évoquer, mais je pense qu'on va aller plus précis avec Diane au musée de Latte. Une deuxième vidéo, est en cours aussi avec le musée Saint-Raymond et sera aussi tournée en partie à Montpellier. Et on a participé à un certain nombre d'actions Sciences Société, notamment au défi avec l'association Déclic, où on est allé dans un lycée à Colomiers pour présenter nos activités. Je m'arrête là. Merci beaucoup. On voit vraiment ce lien avec les nouvelles perspectives qu'on peut développer à l'heure actuelle en archéologie et la complémentarité des laboratoires de recherche du défi. Alors, le défi suivant, c'est Paréo, patrimoine archéologique. Oui. Bonjour à tous. Je m'appelle Magali Brunet. Je viens du CEMES à Toulouse. Et je vais présenter le projet défi clé Paéro aujourd'hui. Donc déjà, merci pour le financement au défi clé Sciences du passé. Merci aussi à Benjamin Marquebiel et Robin Furestier pour leur support. Donc le projet Paéro, ça concerne le patrimoine aéronautique, les crashs d'avions, sites et vestiges de 1927 à 1945 en Occitanie. Donc ça regroupe 3 laboratoires du monde académique. Les historiens Aframespa, spécialisés en histoire de l'aéronautique. Le laboratoire dont je fais partie, qui est le CEMES, qui est le Centre d'élaboration des matériaux et d'études structurales
Et ensuite le CIRIMAT, qui est un laboratoire aussi de matériaux à Toulouse. Et ça associe également une association qui est l'association Aérocherche, qui a aujourd'hui un stand, je vous invite à aller le voir, et le musée Aéroscopia. Voilà. Alors, donc l'objectif de notre projet, c'est de retracer quelques pages de l'histoire aéronautique d'Occitanie par le biais d'un recensement des crashs aériens. En fait, l'Occitanie, c'est un des berceaux de l'aéronautique. Vous connaissez l'aéropostale et actuellement, bien sûr, l'aéronautique représentée par Airbus. Donc, il y a toute une histoire assez ancrée dans le territoire. Malheureusement, il y a aussi toute une histoire liée à des crashs aériens, souvent autour de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi avant-guerre. Donc, les périodes que l'on pense d'intérêt, c'est donc de l'avant-guerre jusqu'à l'après-guerre, avec notamment des périodes assez chargées en crash aérien qui sont autour de 1942 à 1944, qui sont liées à l'occupation allemande. Donc on va présenter et faire nos recherches autour de 5 grandes périodes qui sont présentées sur cette frise, et aborder des aspects historiques, humains, géographiques, donc notamment les reliefs, le relief pyrénéen, techniques, la cause des pannes, des crashs, des liens culturels, et aussi peut-être industriel, j'avais rajouté, mais je ne sais pas la dernière version, autour par exemple des constructeurs comme De Voitine, Latécoère, qui ont marqué vraiment l'histoire de l'aéronautique dans la région toulousaine. Alors comment on va s'y prendre? C'est basé principalement sur le travail de l'association Aérocherche, qui fait des prospections en Occitanie, mais aussi ailleurs, sur les sites des crashs d'avions, et qui couple ça à des témoignages, et de notre point de vue académique, on va pouvoir compléter avec des recherches en archives, et comme vous allez le voir aussi, des investigations du matériel. Donc ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, quand on parle matériel, c'est apporter une meilleure connaissance des tout premiers alliages d'aluminium qui constituent le matériau de base des avions de l'époque et encore actuellement. Donc quand on parle alliage, c'est principalement les alliages duralumin. Donc en étudiant ces matériaux, on peut retracer l'histoire de la métallurgie, l'histoire des technologies associées donc. Et aussi en sciences des matériaux, aborder la compréhension des mécanismes de durcissement structural dans ces alliages, qui sont des mécanismes qui apparaissent à l'échelle atomique. Donc au niveau de la méthodologie, on part de la pièce d'avion, comme vous le voyez à votre gauche, on fait des prélèvements, et ensuite par échantillonnage et analyse à multi-échelle, on peut aller aborder ce qui constitue le cœur du matériau et donc ses propriétés mécaniques. Donc là, je vous ai mis des exemples d'images de microscopie électronique à balayage, à transmission, et on va jusqu'à l'échelle atomique sur la dernière image. Et en faisant le lien avec les propriétés mécaniques qu'on peut tester à l'échelle macroscopique, en faisant le lien avec ce que l'on peut trouver dans les archives, on remonte ainsi à toute une connaissance sur ces alliages, quelles étaient leurs propriétés à l'époque, quelles sont-elles actuellement, etc. Enfin, dernier objectif, c'est un patrimoine qui est précieux, qui parle à beaucoup de gens. Il est encore assez récent dans les mémoires de nombre d'entre nous. Donc, on a à cœur de valoriser ce patrimoine. C'est déjà ce que fait l'association Aérocherche en retrouvant les descendants des personnels navigants, les faisant revenir sur les lieux du crash, retracer une histoire. Et là, avec ce projet, on va compléter
On va aussi s'adresser donc évidemment à nos pairs scientifiques en faisant tout ce qui concerne des communications, des publications scientifiques, donc une thèse qui a commencé l'an dernier, qui est la thèse d'Agathe Duclos, qui est ici avec nous, et un master qui va commencer en master histoire à partir de septembre. Donc il y aura vraiment le côté sciences des matériaux, histoire qui seront traités par des jeunes étudiants. Et on compte faire un séminaire de restitution en fin de programme. Ensuite, on va intervenir dans les filières d'enseignement supérieur. Alors, il y a une filière qui s'appelle Sciences et Humanités à Toulouse. Et on interviendra dans l'UE transdisciplinaire qui s'appelle les sciences dans l'art. Enfin, toujours dans l'enseignement supérieur, un des collègues intervient à l'ENSIA 7, qui est une école d'ingénieurs de chimie. Et avec l'aide d'Agathe qui est en thèse, ils vont produire un projet fil rouge qui s'appelle comme ça pour fournir du matériau pour pouvoir l'apporter auprès des collégiens ou des lycéens. Donc grâce à ce projet fil rouge associé à les cordées de la réussite, qui est un dispositif de test dans les collèges type REP ou en milieu rural, on va essayer de monter une mallette pédagogique qui pourra servir au musée Aéroscopia pour qu'ils puissent faire des interventions auprès des scolaires ou auprès des enseignants. Voilà. Enfin, pour terminer, on a l'ambition de faire une exposition itinérante et bien sûr tout ce qui va avec, de la médiation et des publications comme dans des magazines spécialisés autour de l'aviation pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc merci de votre attention. Merci beaucoup. Et le dernier projet, donc GLAO. Je vous laisse sur le titre. Vous voyez que ça représente un panel assez large, le spectre des projets du défi. Merci. Bien, donc je représente ici les porteurs de projets, les porteuses de projets, Magali Delmas et Marianne Deschamps, des deux laboratoires concernés, HNHP et Trace. HNHP Perpignan, si je puis dire, puisque c'est une équipe mixte sur Perpignan et le muséum. Ce projet réunit de très nombreux partenaires. Il a fallu faire des datations là-dedans, en plus de l'archéologie, donc c'est toujours beaucoup de monde. Vous avez la liste en dessous. Et par ailleurs, ce projet est aussi le starter, si je puis dire, d'une ANR qui a été obtenue et qui démarre cet hiver, sur les mêmes thématiques, mais vues plus larges. Voilà. Et qui réunit les mêmes partenaires, plus quelques autres. Alors sur les problématiques qui sous-tendent ce projet, mais aussi l'ANR qui est derrière, c'est deux choses essentielles. Je vais tout lister, donc même si je ne dis pas tout, vous pouvez lire. On a d'abord une période qui est une période clé, à la fois en géomorphologie glaciaire, le glas de Glao, et en occupation par les sociétés préhistoriques, donc le haut de Glao. Il faut trouver des acronymes maintenant, ça fait bien, paraît-il. Bon. Alors, du point de vue des fluctuations glaciaires, il y a une période clé qui est le MIS3. Le MIS3, c'est une période bien connue dans les océans, entre 57 et 29 kilos année, donc dans la dernière période froide. Mais elle est assez mal connue à terre. On sait que les glaciers ont reculé et réavancé probablement à plusieurs reprises. Donc, quelle était leur extension, quelle était leur chronologie, voilà, il y a un enjeu. Mais en même temps, c'est aussi une période clé parce que c'est la période qui voit les cultures du paléolithique moyen remplacées par celles du paléolithique supérieur. Donc, on passe du moustérien à l'orignacien et on passe
de Néandertal à l'homme moderne, anatomiquement moderne, comme disent les spécialistes. Évidemment, joindre les deux, c'est se poser des questions. Quelles opportunités offrait ce milieu pyrénéen à ces sociétés, notamment à ces derniers néandertaliens qui ont été retrouvés dans la fameuse grotte du Noisetier, dont je parlerai dans un petit moment. Est-ce que c'était un refuge face à ces envahisseurs qui venaient d'ailleurs? Est-ce que c'était des ressources qu'ils y cherchaient, saisonnières, manifestement? Est-ce que c'était aussi une voie de migration à travers les Pyrénées? Parce qu'à certains moments, on peut se demander si la chaîne n'a pas été, MIS3, suffisamment déclassée pour qu'on passe par ces vallées, vallée d'Or et de l'autre côté la vallée du Cinca. Donc c'est une possibilité. Voilà donc quelques-uns des enjeux de cette recherche croisée entre géomorphologie glaciaire et préhistoire. Alors la grotte du Noisetier, là-dedans, qui a fait l'objet du défi, eh bien c'est la grotte la plus élevée occupée par ces sociétés moustériennes. On est déjà dans la haute chaîne. On est à plus de 800 mètres d'altitude et on est dans un domaine qui était réputé à proximité immédiate, voire sous les glaciers. Donc on voit bien l'enjeu. Le projet est structuré en 4 axes. Le premier axe, c'est évidemment établir la chronologie de ces phases froides, de ces phases glaciaires. C'est là qu'il y a des enjeux de datation. Le deuxième axe, c'est de revoir la stratigraphie de la grotte. Il y a des âges là-dedans. Évidemment, certains de ces âges interpellent, parce qu'il semblerait que ces Néandertaliens aient été contemporains des premiers Aurignaciens du Piémont, donc ces deux groupes ont peut-être cohabité dans la même région. Donc il faut revoir les fouilles, il faut reprendre les travaux plus anciens, redater, etc. Et un troisième axe, parce que ce site, c'est aussi son contenant, donc pour bien comprendre le site, il faut aussi comprendre le contenant, la grotte. Donc il y a un axe qui est plus orienté sur la géoarchéologie au sens large, cartographie des parois de la cavité, fonctionnement de la cavité, fonctionnement, mise en place des remplissages, etc. Puis cette cavité est elle-même replacée dans le karst régional, dans le karst local de la barre calcaire que vous voyez là, sur la photo, et à une échelle plus régionale qui est celle de la vallée. Et enfin, il y a un quatrième axe qui est l'axe médiation scientifique et qui se fait avec le musée de la préhistoire d'Aurignac. C'est à l'horizon de la deuxième année essentiellement et il s'agira de montage d'expositions durables ou temporaires. Là, je n'ai pas les détails. Alors, il se trouve qu'on a déjà des résultats. C'est assez rare d'avoir des résultats à présenter, mais bon, on a eu de la chance. On a fait une première mission en octobre pour aller prélever des moraines dans le domaine glaciaire, des moraines latérales en l'occurrence, dans la vallée de la Neste de Louron. La stagiaire que nous avons recrutée, qui vient d'ailleurs de Paris 1, a pu les traiter et le laboratoire du CEREJ a pu nous donner les résultats. Donc vous les voyez apparaître en bas à droite. Et nous avons eu la surprise d'avoir de bons résultats, alors qu'on était déçus par les affleurements, et d'avoir des résultats qui nous disent que le maximum d'englacement, là, il est finalement très récent, puisque nos âges se placent entre 20 et 25 000 ans, disons, pour le maximum d'englacement. Bon. Alors dans la foulée, on a fait autre chose. Là, c'est toujours la stagiaire de master qui l'a réalisé. C'est une modélisation de l'écoulement des glaciers. Il y a maintenant des logiciels qui permettent de faire ça. Bon, c'est assez complexe à manipuler, bien sûr, mais en gros, on fait couler le glacier sur un modèle numérique de terrain, avec compte tenu des lois qui sont bien connues, de l'écoulement glaciaire, de la plasticité de la glace, etc. Et on le fait couler jusqu'à ce qu'on lui fasse atteindre les positions morainiques qu'on a datées. Et là, c'est ce qu'on a fait, et on a eu la surprise de voir que quand on fait passer le glacier au niveau des moraines datées à 25 000 ans, 20-25 000 ans, eh bien, il descend très très bas, enfin dans le modèle,
Il atteint et dépasse même Sarancolin. Et la grotte du Noisetier, elle est probablement sous plusieurs dizaines de mètres, voire plus de glace. Et immédiatement après cette phase d'expansion, on a d'autres âges qui nous montrent que ça a stagné dans les hautes vallées vers 18-19 000. On reconnaît bien les moraines là, et si on fait couler le glacier jusqu'à ces moraines frontales, c'est ce qu'indique le deuxième schéma, eh bien on s'aperçoit qu'il est arrivé tout près de la grotte du Noisetier et peut-être juste à son pied. Hein, voilà. Donc nos ancêtres, nos lointains ancêtres, ou ceux qui les ont précédés, ils se sont confrontés à des vallées qui périodiquement venaient recouvrir ou libérer leurs habitats. Voyez. Alors, à partir de là, on peut imaginer beaucoup de choses. On peut les imaginer, suivant les moraines latérales, traverser la chaîne. Pourquoi pas, pendant les périodes d'englacement les plus faibles. Hein. Bon, vous savez qu'un chercheur, ça doit avoir beaucoup d'imagination de temps en temps. Il faut s'en méfier, mais c'est pas inutile. Puis il faut faire rêver. Hein. Or, ces projets, si on a bien compris, il fallait aussi faire rêver le public. Hein, donc, si on veut... dans le cadre d'un musée, d'une exposition, faire passer un peu de science, toujours en rajouter un peu, quoi. Voilà. Alors, le deuxième axe, lui, a fait l'objet d'une deuxième mission. Oui, je vais terminer après celle-là, c'est fini. Hein. La deuxième mission a été surtout une mission de mise en place, parce que c'est complexe, une fouille. J'ai découvert à quel point c'était complexe. Il y a eu des prélèvements, là, pour datation, toujours. Et il y a déjà des résultats là aussi, puisque on a redaté les coulées calcitiques, et là aussi, elles ont parlé. Enfin, le troisième axe, c'était une cartographie de la grotte, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec des prélèvements aussi, des prélèvements dans les coulées stalagmitiques, des prélèvements de galets de quartz, parce qu'on pourra dater de vieux remplissages. Bref, raconter une histoire plus ancienne sur du temps plus long. Voilà. On peut peut-être faire aussi une phase de questions sur les 3 derniers projets, s'il y en a... Bonjour. Sur les crashs d'avions, est-ce que vous avez des épaves immergées ? Je crois que non, mais c'est peut-être Gilles qui va répondre en fait à cette question. Pour l'instant, c'est que du terrestre, il me semble. Traditionnellement, les épaves immergées qui sont sorties de l'eau de mer sont attaquées par le phénomène de corrosion, l'électrolyse. Donc elles sont exclues du spectre. Par contre, éventuellement, une épave d'avion dans un lac pourrait être intéressante, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Je me mets dans la position de ceux qui posent des questions. Voilà. Aussi. J'en avais 2, en fait. Dans les 2 premiers projets légers, non, dans le premier, excusez-moi, dans un des projets lourds et dans un des premiers des projets légers, il y a des mallettes. Qu'est-ce que vous mettez dans ces mallettes ? Il y a des mallettes. Donc, l'idée, c'est à visée pédagogique et c'est pour aider les enseignants à traiter de ces questions facilement. Et avec, justement, avec Grotte Archéologie, il y a quelques temps, donc il y a eu à Traces, il y a eu un atelier avec, alors je trouve que c'était des étudiants, mais pas que, sur ces questions-là de médiation. Et ils avaient travaillé justement sur cette question de mallettes pédagogiques. Voilà, ça a juste débuté, donc c'était plutôt là l'idée, c'était au niveau de Traces, au niveau de l'ostéothèque, comment faire une mallette pédagogique. Donc ça répondait pas forcément à ce que nous on voudrait pour le défi. L'idée est de partir des traces d'animaux et d'essayer des traces de boucherie et d'essayer de voir comment on peut faire passer cette info et avec quel matériel, soit du matériel archéo qui est du matériel de déblai, pourquoi pas, on peut envisager, ou des moulages, et puis d'avoir cette réflexion sur l'alimentation de nos ancêtres, voir comment un archéologue travaille et comment il reconstitue ces matériaux qui a priori ont disparu et comment on fait. Voilà, c'est un peu cette idée-là, mais voilà, c'est un truc qui va être vraiment à la fin du défi, donc ça sera plutôt. On va y travailler aussi avec le musée de Tautavel. Je ne sais pas si Clément y était là, mais je ne sais pas s'il est encore là. Voilà.
Oui, ben, moi je peux compléter pour Oxydonome parce qu'il est question aussi alors ça sera pas une mallette pédagogique autant on l'entend, parce que normalement dans une mallette il y a tout. Là, comme Alexandre a parlé de 25 sites, l'idée n'est pas de faire 25 mallettes, mais par contre de permettre donc aux communes, parce qu'on parle souvent de communes rurales dans le cadre d'Oxydonome, que les communes, les bibliothèques, les centres de loisirs, les écoles, et par contre des outils sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer pour pouvoir, parce que ces sites-là sont quand même très mal connus du grand public, et y compris des enseignants ou des animateurs, et ils n'ont pas forcément les ressources vers lesquelles aller, mais aussi qu'est-ce que je propose à mes élèves ou à mes enfants comme activité pratique. Donc là, on va faire à la fois des ressources et à la fois donner des idées de qu'est-ce qui peut être développé autour de l'habitat protohistorique et qui sera diffusé à l'échelle de la région. Je crois qu'en fait, c'est vrai que c'est des dispositifs qui sont plus habituels dans les musées, dans toutes les structures qui font de la médiation. Hein, c'est un des outils, mais qui est moins familière aux archéologues. Et l'idée du défi, c'est justement d'avoir ces interactions plus fortes et ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas à travailler évidemment avec les musées, toutes les structures qui existent, mais plus de faire ce dialogue-là aussi et de pouvoir construire plus directement aussi, parce que c'est un peu l'idée aussi du forum et du réseau d'ailleurs. Oui, et est-ce que vous travaillez avec l'éducation nationale sur l'élaboration de ces produits-là? Notamment, je pense au réseau Canopé, par exemple. Alors, pas directement le défi. Après, certains musées qui sont sollicités pour être partenaires des projets sont en interaction avec ces musées, avec ces réseaux-là. Mais effectivement, les laboratoires de recherche directement avec le réseau Canopé, il y a très peu. Alors, il y a peut-être des labos qui l'ont, mais au niveau des réseaux, des labos de recherche, je ne crois pas. À part dans des manifestations, comme la fête de la science ou quelques événements comme ça, quoi. Je ne sais pas sur Toulouse si c'est pareil. Bon, oui, il y a une question là-haut. C'est pour l'association sur notre commune de Rolonzac, nous avons un oppidum du deuxième âge du fer. Voilà, le Morel Ferrat. Voilà. Et j'ai vu que dans vos projets, vous aviez des randos archéo. Alors le problème, c'est qu'il y a une nouvelle association qui s'est créée, qui s'appelle les Édifiques, et qui a justement cet objectif d'utiliser l'oppidum sur son sentier de randonnée. Alors, quelle réponse on peut leur donner? On peut donner à cette association. Est-ce qu'ils peuvent dresser le sentier eux-mêmes? Est-ce qu'il faut passer par vous? Est-ce que Morel Ferrat fait partie de vos projets? S'il ne fait pas partie de vos projets, évidemment, on ne sait pas tout. Il y aura, je réponds parce que je fais partie du projet. Il fait partie au Lonzac, et les fouilles menées par Anne-Marie Curé et Sébastien Munoz font partie du projet. Eux, en tant qu'archéologues, ils font partie du projet. Après, l'idée, c'est justement de mettre en réseau, c'est d'arriver à relier ces différentes initiatives. Donc, mais voilà, je pense que c'est pas un problème. Mais alors, comment commencer? Leur demander de faire eux-mêmes le tracé? Se mettre en relation avec l'équipe. L'idée, c'est justement qu'ils rentrent en relation avec l'équipe. Alors, j'en ai pas parlé, j'en parle maintenant. Il y a un site internet aussi des Sciences du Passé qui a été fait dans le cadre du défi Sciences du Passé, où vous pouvez retrouver la présentation des différents projets, où tout le monde peut retrouver les coordonnées aussi des porteurs de projets, des laboratoires. Et ça a vocation à intégrer d'autres... on évoquait des portails de l'archéologie ou de choses comme ça. Mais l'idée, c'est justement de mettre en relation avec les... Je pense qu'il faut se mettre dès le début, en amont. C'est justement l'idée de faire la relation en amont avec les équipes scientifiques, les équipes de recherche. Et donc, grotte archéologie, tu voulais répondre? Pardon, j'appelle ça grotte archéologie, je suis désolée. Non, tu as raison de répondre, Réjeanne. Oui, en fait, nous l'idée sur ce qu'évoquait Alexandre autour des randos archéo, c'est au contraire de valoriser les sites qui auront déjà une politique patrimoniale et de les regrouper dans un ouvrage à l'échelle de la région, où on pourra retrouver tous les sites qui sont sur lesquels on peut faire une randonnée, qui sont rattachés à des voies vertes, mais on va pas, nous, à l'échelle de la région, faire un travail de mise en randonnée des 25 oppidums et plus qui sont concernés, mais au contraire de référencer ceux qui sont prêts à pouvoir recevoir les habitants en local avec des randonnées déjà bien
bien organisé. Voilà. Ouais. Après, voilà, c'est soit l'idée peut-être de proposer des choses quand ça n'existe pas, mais voilà, de créer des synergies et des réseaux. Alors, dans certains cas, voilà, ça peut être l'idée de créer des modèles aussi pour quelques sites, justement, et après de le proposer et que, effectivement, des associations locales et d'autres communes s'en emparent. C'est un peu ça l'idée. Et une autre question, c'était sur le colloque. On en avait parlé à Maillac de faire un colloque sur les OPIDA. Ça, c'était une idée qui me trotte dans la tête depuis plusieurs années. Et donc, ça fait également partie de vos projets. Parce que ça, c'est vraiment intéressant. Il y a tellement de nouvelles découvertes qui sont faites. Oui, je me souviens très bien. Mais pour l'instant, on n'a pas programmé de rencontres scientifiques. On n'a pas posé les dates bien précises, mais on a en tête. Et effectivement, ça pourrait être un lieu de réunion sur lequel on peut échanger. Puisque El Ferrat fait partie pleinement du projet. Il y a le site du Kaila Maillac juste en face. Et puis, on n'est pas très loin du Midi-Pyrénées aussi, donc géographiquement. Donc, oui, non, ça pourrait être. Nous, on n'a pas la prérogative en fait des initiatives de type rencontre scientifique ou ce que vous évoquiez tout à l'heure, de mise en valeur de parcours archéo ou rando. Mais on est là pour être aussi un support scientifique, par exemple, pour apporter une expertise. Voilà, l'idée, c'est de collaborer aussi. Donc, au contraire, c'est très bien s'il y a des associations locales qui s'emparent de ces sujets-là, puisqu'elles sont sur place, c'est pérenne en fait. Nous, on a ce projet-là qui va durer, qui est très court en fait, et après, on ne pourra pas forcément assurer le suivi. Donc, ça sert aussi de créer des liens avec ces associations qu'on ne connaît pas forcément. Et d'avoir des projets comme ça qui perdurent sur le long terme. Oui, et puis c'est vrai qu'après, il y a tout le réseau des colloques scientifiques. Par exemple, là, c'est des sites qui appartiennent à la période qu'on appelle l'âge du fer. Et il y a en France une association qui s'appelle la FEAF, l'Association française pour l'étude de l'âge du fer. Il y a 3 ans, c'était la thématique de son colloque annuel était les sites fortifiés de l'âge du fer, au Puy-en-Velay, au niveau national et même européen. Mais c'est vrai que ce type de réunion scientifique, c'est un peu coupé effectivement des associations. Moi, je sais que je le diffuse aux associations d'amateurs avec qui je travaille aussi et qui viennent, parce que les colloques sont ouverts malgré tout, sur inscription, mais et c'est vrai que ça permet d'avoir un bilan d'une question qui réunit les scientifiques. Après, à l'échelle de l'Occitanie, c'est clair que c'est une thématique qui serait intéressante pour organiser une journée d'études à la fin du projet. Je crois qu'il y avait une question derrière. Merci. C'est une question pour ceux qui s'intéressent à l'histoire-archéologie. C'est quand même assez énorme, les zones de côtières de la Méditerranée. Il y a tous les endroits essayent de valoriser leur patrimoine archéologique, les espèces du littoral. Ça fait vraiment beaucoup de sujets qui sont un peu sur le feu, pour le coup. Et je me posais la question, comme vous êtes en train de faire des recherches et qu'après il y aura de la médiation dessus, je demandais s'il y avait d'autres exemples de recherches identiques, ne serait-ce que pour tout ce qui concerne les Sausses, les Garoum, les choses comme ça, entre Palerme et Lisbonne, il y a quand même quelques milliers de bornes de côte qui ont été concernées par ça. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives sur toutes ces côtes qui peuvent être intéressantes pour que vous échangez ensemble ? Est-ce que vous avez eu des surprises déjà dans ce point de départ de recherche ? Et est-ce que vous avez regardé un petit peu ce que les autres pays, les autres côtes, les autres territoires avaient pu faire comme médiation sur ce type de sujet ? Tu peux donner le micro à Gaël pour qu'il réponde ? Merci Frédéric. Oui, non, on s'intéresse pas que à Latte. Latte, c'est juste un terrain expérimental justement pour une collaboration et s'intéresser justement à l'invisible, ce qu'on voit pas. Parce que moi, je travaille sur les eaux et il y a tout ce qu'on voit pas, notamment sur les productions de sauce, pour pouvoir tester sur le terrain à partir du sédiment, voir si on retrouve de l'ADN pour mettre en évidence des lieux de production ou voir des contenus de vases qui ont pu voir si des vases ont pu contenir des sauces de poisson en l'absence de reste. Après, je travaille beaucoup à l'étranger, notamment sur le commerce du poisson et sur toutes ces questions de salaison, de garum et de transport du poisson. Ce qui nous permet d'avoir un peu une image de tous les produits qui sont transportés à partir des données des épaves pour voir ce qu'on retrouve en site terrestre et pouvoir un peu étudier tout ce commerce. Alors moi, je travaille essentiellement sur l'époque romaine, mais ce qu'il faudrait développer, c'est pour l'âge du fer, pour voir un peu tout ce qui est à l'intérieur des terres, ce qui se passe, pour voir jusqu'où le poisson est acheminé.
et essayer de percevoir, de cibler, de retrouver des traces de transport de sauce de poisson. C'est pour ça que donc là, tu es juste un terrain d'étude et ça a vocation d'être étendu à d'autres sites. Là, c'est vraiment pour tester la méthode. Voilà. Au niveau de la médiation, là, c'est plus pour l'archéoïchtyologie. Donc, vous avez beaucoup d'expositions qui sont faites. Il y aura un beau sujet à faire justement sur une exposition. Il faudra un jour en parler avec Diane sur la pêche. De l'Antiquité jusqu'à nos jours, parce qu'on a énormément de données, que ce soit en matériel de pêche, en reste, et on a beaucoup de données. Et justement, intégrer aussi ces questions d'ADN qui nous permettent de voir l'invisible, de voir tout ce que nous, on ne voit pas voilà, au niveau du poisson. Juste pour compléter sur le volet médiation, là on s'intéresse vraiment à la médiation aussi de la méthodologie du projet, puisqu'on est sur ce défi léger et non pas sur la médiation de l'archéoïchtyologie de manière plus générale. On est vraiment sur la démarche scientifique et du coup comment expliquer et comment montrer au public ce lien entre la recherche, les approches innovantes et les musées, en l'occurrence Saint-Rémy et Latte. Et après, je crois qu'en Espagne, il y a des valorisations de sites archéologiques où il y a des bassins de salaison ou de prépa qu'on pense être liés à la préparation du poisson. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui ne sont pas immédiatement visibles, effectivement, parce que même en archéologie, c'est vrai que ça a été justement le fait de s'intéresser à des restes qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu ou très partiellement, mais de mettre en place des stratégies pour aller voir. Et là, c'est encore une étape supplémentaire avec l'ADN. Justement, je pense que ce qui est intéressant, parce qu'on évolue aussi ensemble, y compris en termes de priorité qu'on va se donner dans le projet, c'est-à-dire qu'on se donne aussi le temps d'apprendre à se comprendre par rapport aussi aux pratiques, parce que quand il y a eu la partie échantillonnage sur le terrain, où d'ores et déjà, c'est vrai que nous, on est un peu paranoïaque, donc on porte des gants, des blouses, etc. Donc on a tendance à vouloir transférer aussi certaines méthodes, donc il faut trouver le compromis entre le terrain, le labo, qu'est-ce qui est faisable, pas faisable. Donc on a cette partie-là d'échange qui a déjà eu lieu, mais on voit aussi qu'on a des problématiques communes qui paraissent tout simples, mais c'est celle des référentiels. Parce que, l'air de rien, si nous, on n'a pas les données, les séquences ADN dans les banques en ligne, on peut pas identifier les ADN qu'on a. Il y a la même problématique par rapport aux os. Donc, est-ce qu'aussi, on va pas s'intéresser à générer, a posteriori, dans ce projet ou plus tard, des référentiels communs, avec le même os, le même ADN, et se dire, au moins, on est à touche-touche. Donc, au fur et à mesure, en fait, on grandit aussi ensemble dans ce projet, à avoir des choses qui émergent. Il est clair qu'il y a une prise de risque sur ce genre de projet. On vous garantit pas que tout va marcher. Surtout en ADN ancien, ça ne marche jamais à 100%. Par contre, on sait qu'il y a des moments où on aura plus de chances d'avoir des résultats que d'autres. Clairement, en présence de matières organiques, certaines identifiables, non identifiables, ça serait intéressant de savoir justement comment on se complète. À l'habitude, quand on fait de l'ADN et qu'on la compare à d'autres proxys qui peuvent être des proxys environnementales, que ce soit de l'archéoïchtyo ou que ce soit des pollens, etc., il y a toujours une phase de recouvrement où on a des données qui se confirment entre elles et c'est d'ores et déjà un résultat intéressant. Et puis, il y a une partie de l'information qu'on n'arrive pas à attraper avec l'ADN qui est présente par ailleurs. Et puis, il y a de l'information qu'on peut avoir par l'ADN et que il sera pas retrouvé par ailleurs. On parlait de la lamproie. A priori, tu as peu de chances de la retrouver. Nous, s'il y a de l'ADN dans les sauces, on a plus de chances de la retrouver. Donc, c'est aussi sur ce projet où on va voir justement quelle complémentarité on a. Donc, on vous donne pas le résultat là maintenant, mais c'est ce qu'on cherche. Et on affine aussi la façon dont on va l'aborder en termes de questionnement, puisqu'on voit qu'il y a des questionnements émergents. Celui du référentiel n'était pas intuitivement le premier qu'on s'était posé. Or, on voit que ça va être un facteur d'importance pour la suite aussi. Donc voilà. Ce projet-là, les autres aussi, mais ce projet-là, la pêche, il me semble illustrer assez parfaitement et répondre assez parfaitement à ce qu'on avait un peu pensé quand on a imaginé des défis légers. Alors on dit défis légers, c'est pas que les questions qu'ils abordent sont légères, mais c'est que les financements auxquels ils peuvent prétendre sont réduits. On n'en a pas parlé, mais en gros, un défi léger, ça monte jusqu'à 50 000 euros. Ça peut être en dessous, mais c'est 50 000 euros. Un défi lourd, ça peut aller jusqu'à 200 000. Bon. Et là, ça a très bien fonctionné, un peu sous la manière de la preuve de concept. Ouais. On a une idée, on va la tester. Si ça marche, c'est très bien. On pourra l'étendre à d'autres types de sites. Je pense à d'autres contextes sédimentaires et à d'autres types de bestioles. Voilà.
Et du coup, c'est un peu le pari fou de l'ADN sédimentaire qui est tenté un peu partout, mais dont on ne sait pas trop encore si ça va bien marcher. Enfin, il y a des limites, voilà. Et là, j'ai l'impression, voilà, c'est que c'est comme un fond d'amorçage, vous voyez. C'est pas rien quand même, plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est pas rien, mais ça reste accessible. Et c'est le pari un peu fou qu'a fait la région d'ailleurs, hein, de nous laisser d'avoir une grosse somme et puis de nous dire, on vous fait entièrement confiance, vous la dépensez comme vous voulez. Voilà, Réjeanne voulait qu'on parte en vacances. J'ai dit non, on ne peut pas. On peut pas. Pas tout de suite. Bon. Alors, vous voyez, et donc ça fait de la souplesse. Et vous voyez bien que les types de projets qu'on a retenus répondent à ça aussi. Bon, parce qu'ils sont tous très divers. Hein. Oui. Et Glaude disait qu'il y a une ANR, effectivement. Oui, il a employé le mot de starter. Ouais. C'était vraiment l'idée même de la région. Et effectivement, donc... Oui. L'autre, et vous avez eu les deux. Non, il faut pas le dire comme ça. Non, voilà. Il faut dire que nous avons, grâce au soutien du défi clé, présenté un projet léger qui a abouti à une ANR. En tout cas, c'est comme ça que je le formulerai, moi. Bon. Oui, parce que tu es plus diplomate que moi. Non, mais je vais t'aider. Je prélèverai 10%, mais c'est bon. En tant que retraité, maintenant, je vois les choses de plus loin. Ouais. Bon, et j'avais... Ouais, excuse-moi. Alors, moi, je voulais juste un lien aussi par rapport à la pêche, c'est la notion de science participative, parce que, en tout cas, je sais que Gaëlle l'a fait, puisque tu allais voir des pêcheurs aussi pour ton référentiel de la collection de références. Il y a aussi, voilà, la notion de... On va voir aussi d'autres choses, des échanges avec les pêcheurs sur les espèces, récupérer des poissons de différents types, etc. Alors c'est marrant parce que tu viens d'utiliser le terme science participative auquel je voulais, voilà, que je voulais partager avec vous également. Une des ambitions du projet, et c'était peut-être même la première ambition, même si ensuite après ça a beaucoup bougé, c'était d'arriver à concevoir pour l'archéologie la façon dont on pouvait faire une science participative. Voilà. Le ministère de la Culture avait, ça a été un des flashs là, hein, dans un des numéros de culture et recherche, ou recherche et culture. Voilà, il y a un numéro spécial qui était consacré à ça. C'est le moment où on s'est rendu compte que, quand même, c'est des questions qu'on n'a pas vraiment nous maîtrisées ou abordées véritablement, mais qui, pour un certain nombre de nos tutelles, sont au cœur de leurs préoccupations. Bon. Moi, je pense que l'archéo en fait depuis longtemps sans l'appeler science participative. Oui. Après, c'est le nouveau nom de ce qu'a été le cœur de l'archéologie, le bénévolat, hein, pendant des années, malgré tout. Voilà, et alors, des associations. On a vu mardi qu'il fallait plus utiliser le terme de bénévolat. Mais c'est pour ça que science participative, non, mais c'est l'idée que voilà, l'articulation se fait avec les équipes de recherche, qu'il y a une vraie... Enfin, moi, c'est vrai que j'aime bien cette expression de science participative parce que c'est vraiment l'idée que ça reste de la recherche scientifique et effectivement, je pense qu'on est tous d'accord que l'archéologie, c'est une pratique scientifique. Hein, quand on dit les sciences du passé... Enfin, par exemple, dans la présentation de la pêche, c'est pas que d'un côté, il y a l'ADN qui serait de la science et puis l'archéoïtiologie ou l'archéologie qui ne serait pas une science. Hein. Non, les deux sont de la science, avec des méthodes, avec des protocoles. Mais c'est l'alliance des deux qui crée de nouveaux résultats, de nouvelles richesses. Et après, la notion de science participative, ça montre bien que voilà, c'est des pratiques scientifiques qui sont complexes, sur lesquelles il faut des formations longues, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire participer le citoyen, la population. Je crois que ce matin, ils appelaient à une archéologie populaire. Voilà, c'est pas pour ça. C'est pas parce que l'archéologie est devenue une science qu'elle ne peut pas être populaire. Pardon, je t'ai coupé la parole. Non, mais il y avait Didier qui allait rebondir. Non, je voulais rebondir là-dessus parce qu'effectivement, c'était le grand mérite, à mon avis, de cet appel à projet qui va se renouveler encore cette année. C'est le côté mettre en résonance la recherche très fondamentale, la recherche appliquée qu'on fait, nous, en archéologie, la médiation, le milieu associatif et les bénévoles. On se rend compte que voilà, il y a peut-être matière à avoir un lieu où on discute un peu plus, de manière un peu plus approfondie. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est la première édition, mais c'est quand même un moment intéressant d'échange interinstitutionnel et plus que ça. Donc moi, je voulais juste, pour dire mon mot, saluer aussi la façon dont on a réussi, je pense, la gouvernance de ce truc-là qui n'était pas forcément évident à mettre en place dans des délais. Je me souviens, l'année dernière, c'était un petit peu la panique au début, et je trouve qu'on a eu des projets de qualité qui ont été soumis au comité de pilotage. Il y a eu un comité de pilotage qui a été monté de manière très réactive et pertinente, des projets de qualité. Il y a eu et on voit toute la pertinence des projets qui sont mis en œuvre déjà à l'échelle de quelques mois de leur mise en œuvre. On voit la diversité des champs. Là, j'en profite pour faire un peu de teasing. Quand on voit le projet Paéro,
On voit qu'il y a des nouveaux champs de recherche qui rentrent dans le champ de l'archéologie. On en avait parlé lors du COPIL, avec voilà, il y a des dialogues sur les méthodes à mettre en œuvre sur le terrain, les méthodes qu'on met en œuvre en laboratoire. Moi, je découvrais à cette occasion, comme Magali l'a expliqué, qu'en fait, ces alliages de ces avions assez récents, on ne sait plus comment ils ont été faits et de quoi ils sont composés. Je pensais naïvement qu'on avait toutes les archives techniques. Et en fait, pas du tout. Enfin, très très souvent, on a perdu les archives des entreprises qui fabriquaient ces avions. Donc, on est sur de la recherche très récente, mais malgré tout, il y a déjà de l'oubli et de la disparition d'informations. Donc, l'archéologie a toute sa légitimité là-dessus. Et j'en profite pour faire un peu de teasing, puisqu'on parle d'archéologie récente, sur la conférence de demain après-midi de Guillaume Seguin, qui nous parlera de la première opération de recherche préventive sur des vestiges de la Seconde Guerre mondiale, des aménagements défensifs allemands sur l'aéroport de Tarbes. Donc c'était la première fois en Occitanie. Bon, c'est certainement pas la dernière, mais vous voyez, on va du paléolithique moyen à la Seconde Guerre mondiale et même plus récemment encore. Donc on est sur un vrai forum aujourd'hui et ces défis clés ont toute légitimité à y être présentés de manière régulière, je pense. Merci. Et c'est vrai que derrière, on a parlé des 16 labos en introduction, mais derrière ces laboratoires, c'est vrai qu'il y a les différentes institutions que sont les universités, le CNRS, le ministère de la Culture, et c'est vrai que naturellement le service régional de l'archéologie et la DRAC ont été associés à la gouvernance du défi, l'INRAP aussi, et puis toutes les collectivités partenaires avec lesquelles souvent les laboratoires de recherche ont des conventions de partenariat. Donc la métropole de Toulouse, cette agglomération, le département de l'Aveyron, du Lot, sans doute. Enfin voilà, il y a aussi à travers ces labos, derrière, c'est tout un ensemble aussi de structures, de différents termes, mais parfois aussi des associations qui sont réunies. Je voudrais peut-être revenir sur la nature des projets qui ont été soutenus, mais ça va être très très vite fait. C'est presque un appel, c'est pas encore un regret, ça le sera dans 3-4 ans, si dans 3-4 ans ce genre de réponse n'est pas remonté, il me semble. Le défi soutient de la recherche fondamentale, c'est très clair, mais là on soutient pour l'essentiel de la recherche fondamentale en archéologie. On pourrait très bien imaginer de soutenir de la recherche fondamentale en médiation. Soit en technique de médiation, soit enfin, vous voyez, donc voilà, il y en a un petit peu, mais on peut très bien imaginer, et pour le coup que ça remonte de musées qui ont déjà vu passer des choses ou qui ont des trucs en tête, hein, mais d'aller financer de l'IA au service de ça, on a des labos comme l'IRIT, enfin il y a des ressources qui devraient permettre aussi de soutenir des projets plus technologiques en quelque sorte, hein, mais consacrés à la médiation appliquée à l'archéologie. Et puis, à l'inverse, un dernier mot, c'était par rapport à la conversation que j'ai eue tout à l'heure au déjeuner. Il peut y avoir aussi des projets de médiation, et ça a été un peu évoqué, mais qui cherchent quelque part un appui scientifique et qui pourraient être à l'origine de projets en disant, ben voilà, nous, on a un groupe, on voudrait faire une médiation de qualité autour de tel ou tel élément du patrimoine Occitanie. Il pourrait être à l'origine. Là, c'est vrai que ça a plutôt été les équipes de recherche qui ont été à l'origine, mais l'idée, à travers le réseau qui doit être favorisé, hein, dont on parle aussi en parallèle dans les ateliers, c'est que ce réseau favorise aussi, pourquoi pas, des projets qui remonteraient d'associations, d'un département et qui va faire un projet aussi avec les équipes de recherche et le présenter pour un financement du défi clé. Voilà, qui va fonctionner encore 3 ans. Oui, 3 ans. C'est ça. Pour l'instant, on espère. La suite du défi, c'est un vrai problème et il nous appartiendra à nous de trouver les voies de la continuation. On va s'interrompre. Il y a un peu de documentation ici ou au stand où le défi est présenté. Vous avez d'autres. Et puis on est là pour discuter sur la fin de la journée. Merci à tous pour les échanges. Merci.